Papa, j'ai peur. Un murmure dans le cimetière, venu d'une enfant qu'il n'avait jamais vue auparavant. Mais cette simple phrase mit un ancien soldat à genoux et le plongea dans une vérité terrifiante qu'il n'aurait jamais imaginé faire partie de sa vie. Pourquoi la fillette l'appelait le papa? Et qu'est-ce qui l'empêcha de tourner les talons et de partir? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent de décembre hurlait à travers les arbres dénudés du cimetière militaire de l'Oregon, charriant l'odeur de l'herbe humide et le froid mordant du début de l'hiver. Raymond Cole se tenait silencieusement devant une pierre tombale en granit gris, un bouquet de chrysanthèmes blancs à la main. La gravure disait « Elena Reyes, 1982 à 2019 ». L'amour ne disparaît pas, il fait juste un pas de côté. Il se pencha et déposa délicatement les fleurs au pied de la stèle. Ses gants usés tremblaient légèrement, non pas à cause du froid, mais à cause de quelque chose au fond de sa poitrine qui n'avait jamais vraiment guéri. Elena avait été infirmière militaire. Ils étaient tombés amoureux au milieu du sang et de la boue des camps de fortune en Afghanistan. Elle était forte, têtue, et la seule personne qui ait jamais réussi à sortir Raymond des ombres de son passé. Mais ensuite était venu le diagnostic, infertilité due à une blessure de combat. Se sentant brisé, Raymond avait choisi de s'en aller. Il ne voulait pas l'enchaîner à un avenir sans enfant. Alors, Elena avait discrètement disparu. 4 ans plus tard, elle était morte dans un accident de voiture dans un autre état. Ils ne s'étaient jamais revus. Raymond n'a jamais vraiment compris pourquoi elle n'était jamais revenue, n'avait jamais écrit, jamais appelé. Et il n'avait jamais rien demandé à personne non plus. Certaines questions, pensait-il, étaient mieux laissées enfouies dans la terre froide. Puis, un faible sanglot résonna derrière la pierre tombale. Raymond se retourna. Juste derrière la tombe, sous les branches nues d'un vieux chêne, une petite fille, peut-être âgée de 5 ans, était assise recroquevillée sur le sol. Un manteau trop grand semblait l'avaler tout entière, tandis qu'elle serrait contre elle un animal en peluche usée. Ses cheveux sombres étaient emmêlés, son visage strié de larmes et de saleté. Ses petites épaules tremblaient de temps en temps à cause du froid, mais elle ne faisait aucun bruit, à l'exception des sanglots étouffés qu'elle semblait retenir. La fillette pleurait, seule. Pas d'adulte à proximité, pas de voiture en vue. Raymond s'approcha. Il n'avait jamais été doué avec les enfants, mais pour avoir rapatrié des frères d'armes tombés au combat, il comprenait le silence que la perte pouvait engendrer. Alors qu'il s'approchait, la fillette leva la tête. De grands yeux cerclés de rouge le fixèrent droit dans les siens. « Papa » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Maman a dit que tu viendrais me trouver. » Raymond se figea, le cœur serré comme un poing dans sa poitrine. Il s'agenouilla, essayant de garder une voix stable. « Comment viens-tu de m'appeler » demanda-t-il prudemment. « Papa » répéta la fillette. « Maman m'a dit que papa viendrait ici. Mais il a dit que je ne devais rien dire. »« Comment t'appelles-tu, ma puce » demanda Raymond, un peu plus doucement maintenant. « Mia » dit-elle en clignant des yeux. « Ma maman s'appelle Lena, mais il m'a forcé à l'appeler Linda. Je n'aimais pas ça. » Raymond prit une profonde inspiration. Elle signait ses lettres Lena. « Tu es venue ici toute seule ?» Je me suis enfui. Mais je serai de retour avant la nuit pour ne pas me faire gronder. Avant que Raymond ne puisse poser d'autres questions, une voix d'homme retentit derrière Mia. « Te voilà !» Un homme s'approcha rapidement, vêtu d'un long manteau gris et d'une cravate impeccablement nouée. Il était grand, avec des lunettes à monture fine et un téléphone vibrant à la main. « Désolé » dit l'homme en adressant un sourire poli à Raymond. « Elle a tendance à s'égarer. Je suis son père d'accueil. » Mia se recroquevilla, sans un mot. Raymond se releva, son regard se glaçant. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose au fond de lui, un instinct affûté par des années dans l'armée, lui disait que quelque chose n'allait pas. « Elle vient de dire que sa mère s'appelait Lena » dit Raymond calmement. L'homme se figea une seconde, puis éclata de rire. « Oh, elle voulait dire Linda. Elle a juste mal prononcé. Les enfants, vous savez ? Merci d'avoir gardé un œil sur elle » ajouta l'homme avec un léger hochement de tête, puis il prit la main de Mia et commença à s'éloigner. Raymond ne bougea pas. Il regarda la petite fille tourner la tête, les yeux pleins de confusion, tandis que le soleil de l'après-midi étendait leurs ombres au-delà des pierres tombales, jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Monsieur Lucas, le gardien du cimetière, bien avancé dans ses 70 ans, s'approcha en s'aidant de sa canne. « Cette petite fille, » dit-il, regardant toujours dans la direction où ils étaient partis. « Elle vient ici chaque semaine. S'assoit là, pleure.
Personne ne demande jamais pourquoi. Raymond se tourna vers lui. Comment s'appelle-t-elle? J'ai demandé, elle n'a pas voulu le dire. Mais chaque fois qu'elle passe devant cette tombe, dit-il en montrant celle d'Elena, elle s'arrête, touche la photo et pleure comme si elle savait exactement qui est enterré là. Raymond baissa les yeux vers la stèle de pierre froide. Un sentiment qu'il ne pouvait nommer commença à s'éveiller au plus profond de son âme. Raymond ne quitta pas le cimetière tout de suite. Il resta parmi les rangées de pierres tombales froides, le vent de fin d'après-midi lui piquant le visage, les yeux fixés sur l'endroit où Mia et cet homme venaient de disparaître, au-delà de la grille en fer. Une phrase résonnait dans sa tête, douce mais tranchante comme une lame. « Papa, maman a dit que tu viendrais me trouver. » Une partie de lui voulait tout rejeter, mettre ça sur le compte d'une erreur d'enfant ou d'une imagination débordante. Mais le nom Lena, seule Elena l'avait jamais laissé l'appeler ainsi. Et maintenant, une petite fille l'avait appelé papa, devant la tombe d'Elena. Le vent sifflait dans les branches nues, faisant tourbillonner des feuilles cassantes autour de ses bottes. Monsieur Lucas s'approcha et sortit de la poche de son manteau une vieille photo, légèrement cornée sur les bords. « J'ai trouvé ça il y a environ 2 semaines, dit-il. Elle traînait près de la tombe de mademoiselle Elena. Personne n'est jamais revenu la chercher, mais je ne pense pas qu'elle appartenait à un étranger. » Raymond prit la photo. Elle était délavée, imprimée sur du papier ordinaire, mais assez nette pour distinguer l'image. Elena était assise au bord d'un lit d'hôpital, vêtue d'une blouse de patient bleu clair, berçant un nouveau-né emmailloté dans une couverture blanche. Elle avait l'air épuisée, mais son regard était plus déterminé que jamais. À côté d'elle se tenait un homme plus âgé, cheveux argentés, lunettes sur le nez, un grain de beauté sur la joue gauche. Il portait une blouse blanche, clairement un médecin. Raymond le reconnut immédiatement, Doc Keller, son ami le plus proche et celui d'Elena pendant leurs années à l'armée, qui était ensuite rentré au pays pour exercer la médecine à Eugène. Raymond retourna la photo. Au dos, une note manuscrite, tachée par l'eau mais encore lisible, Hôpital Saint-Clair, Eugène, Oregon. 4 mars 2018. Le jour où Elena avait accouché. Raymond serra la photo. Il n'avait besoin de rien d'autre. La réponse était là. Elena avait accouché. Elle ne lui avait rien dit, n'avait laissé aucune trace officielle. Mais elle avait laissé ceci, ne serait-ce qu'une photo tombée par accident. Je l'ai gardée parce que quelque chose ne collait pas, continua Monsieur Lucas. Cette petite, elle vient ici chaque semaine, pleure, se tient toujours juste devant cette tombe, sans jamais se perdre. Raymond hocha lentement la tête. Il savait ce qu'il devait faire. Le lendemain matin, Raymond se dirigea vers la ville d'Eugène. Son pick-up fila sur l'autoroute 58, puis s'engagea dans les quartiers périphériques aux bâtiments moussus, vieillis mais familiers. Saint-Clair était l'endroit où Elena avait travaillé comme infirmière après avoir quitté l'armée, et sans aucun doute, c'était là qu'elle avait accouché. Si quelqu'un avait encore des réponses sur Elena, c'était Keller. L'hôpital n'était pas grand, mais il était bondé. Raymond se dirigea vers l'accueil et posa la photo sur le comptoir. J'aimerais vérifier un ancien dossier. Elena Reyes. Elle a accouché ici en 2018. Je suis désolé, nous ne pouvons pas divulguer. Je suis son ex-mari, l'interrompit Raymond, présentant sa carte d'identité militaire et une photo personnelle. Je ne demande pas le dossier, juste la confirmation qu'elle a accouché ici. La réceptionniste, une femme nommée April, jeta un coup d'œil à la photo et hésita un instant. Puis elle décrocha le téléphone. J'ai besoin du docteur Keller. C'est urgent. 10 minutes plus tard, une porte au fond du couloir s'ouvrit. Un homme plus âgé, grand, aux cheveux blancs, entra. Dès qu'il vit Raymond, il se figea. Raymond Cole. Doc. Bon sang, je te croyais mort à Mossoul. Pourquoi n'es-tu jamais revenu? Raymond esquissa un faible sourire. Je suis ici pour Elena. Keller tira une chaise et s'assit silencieusement. Ouvrant un tiroir de classement, il en sortit un vieux dossier et commença à en feuilleter les pages jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une avec le filigrane délavé de l'hôpital. 3 avril 2018. Elena Reyes a donné naissance à une petite fille. 2,9 kg. Pas de complications. Le nom du bébé, Mia Elena Reyes. Raymond serra la mâchoire. Nom du père, laissé en blanc, dit lentement Keller. Elle n'en avait pas mis. Il hocha la tête, pas surpris, mais la nouvelle le piqua quand même. Tu savais qu'elle avait eu le bébé et tu ne m'as jamais rien dit? Demanda Raymond, les yeux fixés sur le dossier. Je lui ai demandé si elle voulait te prévenir. Elena a juste dit «
Il a choisi de sortir de ma vie, ne le ramène pas dedans. Keller soupira. J'ai supposé que c'était une décision que vous aviez prise tous les deux. Raymond se pencha en arrière sur sa chaise, fermant brièvement les yeux. Ce n'était pas de la trahison, c'était comme si une partie de la vérité avait été enterrée avec elle. Elle a mentionné quelqu'un une fois, poursuivit Keller. Une seule fois, mais je me souviens que ses mains tremblaient. Elle a dit, je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur qu'il trouve le bébé. Qui était-il? Elle n'a jamais dit. Mais Keller hésita, puis ouvrit un autre tiroir et en sortit une enveloppe blanche. Je l'ai vu recevoir des lettres d'un endroit appelé New Route. Celle-ci a été laissée dans sa chambre après sa sortie. Raymond était assis dans sa voiture alors que la pluie commençait à tomber. Il sortit son téléphone et tapa « Refuge New Route Oregon ». Le premier résultat apparut. Harlan Drake, directeur exécutif. Il tapa sur la photo. Un visage familier. L'homme du cimetière. Costume impeccable, lunettes à monture fine, un sourire inoffensif, mais des yeux totalement vides. Était-ce lui? L'homme qu'Elena craignait au point de lui cacher son enfant? Celui qui gardait maintenant Mia et se faisait appeler son père? Si Elena avait laissé un indice, il était peut-être enfoui plus profondément sous tout ce que cet homme cachait. Raymond ne monta pas dans sa voiture juste après avoir quitté l'hôpital Saint-Clair. Il resta sous l'auvent, regardant la pluie fine tomber sur le parking. Le certificat de naissance d'Elena était dans la poche de son manteau, lourd comme une accusation silencieuse. Mia Elena Reyes. Aucun père mentionné. Il aurait dû ressentir un certain soulagement. Elena lui avait dit un jour qu'un médecin l'avait diagnostiquée stérile. À l'époque, il l'avait cru. Assez pour la laisser partir, assez pour s'en aller en pensant qu'il ne pourrait jamais lui donner une vraie famille. Alors pourquoi, maintenant, au milieu d'un cimetière, une enfant le regardait elle et l'appelait elle papa? Pourquoi ses yeux le faisaient-ils se sentir coupable? Peut-être que Mia était la fille d'Elena avec quelqu'un d'autre. Peut-être que l'enfant n'avait rien à voir avec lui. Mais si c'était vrai, pourquoi Elena n'avait-elle pas nommé le père? Pourquoi avait-elle accouché en silence, disparu de tous les registres, et pourquoi était-elle morte sans laisser un seul mot derrière elle? Il n'avait aucune réponse. Seul un sentiment grandissait en lui. Elena avait essayé de cacher quelque chose, et elle était morte avant de pouvoir s'expliquer. Si quelqu'un détenait encore ses secrets, ce ne pouvait être que l'homme qui avait emmené Mia du cimetière. Harlan Drake. Directeur d'une œuvre de charité qui semblait bien trop lisse, trop parfaite. Raymond savait que s'il approchait cet endroit en tant qu'ancien ami ou ex-mari, la porte se refermerait. Personne ne le laisserait voir Mia. Personne ne lui permettrait de fouiller dans le passé. Il n'avait aucun droit légal, aucune garde, aucun nom sur le certificat de naissance. Mais il avait servi dans l'armée. Et il savait comment franchir une porte verrouillée. Le centre New Route était niché derrière une rangée d'érables au bout d'une rue calme. Mur blanc avec des garnitures vert menthe, portail en fer automatique, caméra positionnée exactement là où il fallait. La plaque de nom brillait, un nouveau départ pour les mères célibataires et les enfants abandonnés. Raymond sortit de la voiture en costume sobre, portant une vieille mallette en cuir marron. La carte de visite dans sa veste indiquait « Ray Connors, fonds d'aide aux anciens combattants ». Une nouvelle identité, assez respectable pour qu'on lui accorde l'accès. La réceptionniste l'accueillit avec un léger sourire. 5 minutes plus tard, la porte s'ouvrit et Harlan Drake entra. Le même homme. Cheveux bruns soigneusement coupés, costume bleu marine, cravate grise. Un visage symétrique, rien ne détonnait, mais son regard était plat, vitreux, froid, comme s'il n'y avait rien d'autre que du vide derrière. « Monsieur Connors » dit Harlan en lui tendant la main. « J'entends dire que vous êtes intéressé par notre programme de parrainage. »« C'est exact » répondit Raymond en la lui serrant. « Notre organisation cherche à soutenir quelques centres avec des modèles de prise en charge stables. »« Eh bien, bienvenue. New Route ouvre toujours ses portes à ceux qui veulent vraiment aider. » Harlan le conduisit dans le couloir. Les peintures murales étaient colorées, mais droites, précises. Les enfants étaient assis tranquillement dans les salles de classe. Pas de cris, pas de bagarre. Trop calme. Au bout du couloir, Raymond jeta un coup d'œil à travers une porte vitrée. Mia était en train de colorier. Elle portait une robe jaune, ses cheveux étaient soigneusement attachés. Elle se concentrait intensément sur le papier devant elle, mais elle ne parlait pas. Elle ne souriait pas. Elle dessinait une maison sans fenêtre. « C'est Mia » dit Harlan, sa voix baissant d'un ton.
Sa mère est décédée il y a 6 mois. Aucune famille connue. Je suis son tuteur légalement autorisé. Raymond regarda. Pas de père? Il n'y en a aucune trace, répondit Arlan sans hésitation. Raymond fit semblant de feuilleter un petit carnet. Nous sommes très rigoureux en ce qui concerne les questions juridiques. Puis-je voir le document de tutelle? Bien sûr. Arlan fit signe à son assistante, puis revint quelques minutes plus tard avec un dossier de copie certifié conforme. Raymond le survola. Une procuration signée Elena Reyes, datée de 3 semaines avant sa mort. Mais la signature ne correspondait pas. Il avait gardé des lettres manuscrites d'Elena. Son écriture avait une légère inclinaison, délicate et fluide. Celle-ci était raide, droite, comme si quelqu'un s'était entraîné à imiter son écriture sans tout à fait y parvenir. Raymond hocha la tête, faisant semblant de prendre des notes. Pendant ce temps, Arlan se pencha légèrement, les yeux plissés. « J'apprécie votre diligence, mais honnêtement, vous semblez inhabituellement investi dans le cas d'une enfant en particulier. »« Vraiment ?» demanda Raymond. « J'ai rencontré beaucoup de gens, » dit Arlan avec un sourire crispé. « Certains sont bien intentionnés, d'autres simplement curieux. Certains pensent qu'ils ont des droits. Mais dans ce système, les droits viennent avec des papiers. » Raymond fit une pause. Arlan continuait de sourire. « Si vous continuez à semer le trouble, je n'aurai d'autre choix que de le signaler pour protéger les enfants. »« Je comprends, » hocha la tête Raymond. « Je suis juste légitimement préoccupé, en tant que personne qui a vu ce à quoi ressemble la perte. » Il quitta le centre alors que la pluie commençait à tomber. Assis dans sa voiture, Raymond ne démarra pas le moteur tout de suite. Il rouvrit la photo du formulaire de tutelle, zooma sur la signature, la compara avec une photo d'une lettre qu'Elena avait écrite en 2016, sauvegardée sur son téléphone. La différence était nette. Cette signature était un faux. Légale sur le papier, mais fausse dans son essence. Et si un homme comme Arlan était allé jusqu'à falsifier des documents, alors ce à quoi il s'accrochait n'était pas seulement la tutelle légale d'un enfant. Mia n'était peut-être pas sa fille, mais si Elena avait un jour tremblé et gardé la fillette cachée du système, alors celui qu'elle craignait n'avait jamais été lui. Raymond quitta le centre New Route sous une pluie fine, une épaule de son manteau sombre trempée. Arlan n'avait pas dit grand-chose, mais chaque mot semblait mesuré, comme répété à l'avance. Il n'y avait aucun défaut visible dans les documents, et pourtant, quelque chose clochait indubitablement. La signature d'Elena sur la procuration était raide, sans vie, comme si quelqu'un l'avait imitée plutôt que de l'avoir vraiment apposée. Raymond n'avait rien dit sur le moment, mais une seule question tournait en boucle dans son esprit. Que cache-t-il? Il tourna en voiture dans la ville pendant un moment, sans se presser de rentrer chez lui. Ce qui s'était passé aujourd'hui ne pouvait pas être classé comme une affaire ordinaire. Elena lui avait dit un jour qu'il était stérile, un diagnostic froid et clinique de l'hôpital militaire qui l'avait poussé à s'éloigner, à la laisser partir. Mais maintenant, un certificat de naissance nommant l'enfant Mia Elena Reyes, sans père mentionné, était en train de tout défaire. Si Elena avait caché l'enfant et son identité, qu'est-ce qui aurait pu l'effrayer à ce point? Raymond s'arrêta dans une imprimerie bon marché en banlieue. Assis dans sa voiture, il alluma son téléphone et se connecta à un ancien portail de données qu'il utilisait autrefois pour des projets post-déploiement. Quelques liens internes du département des anciens combattants fonctionnaient encore avec son ancienne identification. Il tapa « Arlan Drake, historique d'activité, organisation de parrainage ». Les résultats de la recherche revinrent étrangement vides. Pas de réseaux sociaux, pas de photos personnelles, pas de dossier public à part une poignée d'articles modèles, directeur dévoué, père spirituel, phare du bien-être. Chaque trace était impeccable. Trop impeccable. Alors que Raymond se penchait en arrière pour reposer ses yeux quelques minutes, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu apparut à l'écran, « Vous ne devriez pas retourner à New Route ». Pas de nom, pas d'horodatage. Le message disparut à l'instant même où il finit de le lire. Il se redressa d'un bond, jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. Un SUV noir venait de s'arrêter de l'autre côté de la rue. Quelqu'un sur le siège passager lui faisait face. Ses traits n'étaient pas clairs, mais le regard était sans équivoque. Ce visage, cet angle, il avait vu cet homme à l'intérieur du centre plus tôt ce matin-là. Le regard se maintint un bref instant avant que le SUV ne démarre en trombe, disparaissant comme s'il n'avait jamais été là. Cette nuit-là, Raymond retourna à la cabane isolée à la lisière de la ville, l'endroit où il vivait seul depuis 3 ans. La maison était nichée parmi de vieux pins, sans adresse répertoriée.
Seul lui et le vendeur connaissaient son emplacement exact. Il coupa le moteur et monta sur le porche, puis s'arrêta net. Sur le seuil de la porte se trouvait un paquet de feuilles soigneusement enveloppées. Pas d'écriture, pas de ruban adhésif. Il le déballa avec précaution. À l'intérieur se trouvait une copie imprimée du certificat de naissance de Mia, la version exacte qu'il avait vue à l'hôpital. À côté, une photo couleur délavée aux coins effilochés. Elena, debout à côté d'un lit d'hôpital, visiblement enceinte. Son expression était calme, une main reposant doucement sur son ventre. À côté d'elle se tenait un homme. Ce n'était pas Raymond. La photo avait été déchirée en deux. Le morceau restant ne montrait que l'épaule gauche de l'autre personne. Costume gris, manchette de chemise blanche, une silhouette d'une demi-tête plus grande qu'Elena. Le visage manquait, arraché. Mais la carrure, la posture, il y avait quelque chose de familier. Assez familier pour lui donner un frisson dans le dos. En pliant la photo, Raymond remarqua un petit morceau de papier glissé derrière. Manuscrit, griffonné en lettres inégales, certains enfants ne sont pas nés pour être gardés. Il resta immobile sur le seuil pendant près d'une minute entière. Personne ne connaissait cette maison. Personne n'était censé savoir qu'il vivait ici. Et personne, à part lui-même, Keller et Harlan, n'avait jamais posé les yeux sur ce certificat de naissance. Le lendemain matin, Raymond retourna à l'hôpital Saint-Clair. Le bureau du docteur Keller était verrouillé. La réceptionniste dit que le docteur Keller avait pris un congé soudain la nuit dernière. Pas de message, pas de rendez-vous de suivi. Personne ne savait quand il reviendrait. Raymond n'eut pas besoin de demander plus. La lourdeur dans sa poitrine s'épaissit. Quelqu'un avait une longueur d'avance sur lui. Sur le chemin du retour, il ralentit, changeant de route 3 fois. À la jonction entre deux comtés, une berline argentée le suivit silencieusement. Ne le dépassant jamais, ne se laissant jamais distancer, douce comme une ombre. Raymond tourna brusquement dans une station-service. L'autre voiture continua sa route. Pas de virage, pas de freinage. Il la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière les arbres. Cette nuit-là, il s'assit dans le salon sous une faible lumière, tenant la photo d'Elena enceinte. À côté, une photo de Mia en train de colorier au centre. La ressemblance était indéniable. Les yeux, la forme du nez, la façon dont elle tenait le crayon. La fillette était une partie d'Elena. Mais qui était l'autre partie? Qui était l'homme sur cette photo? Pourquoi Elena ne l'avait-elle jamais mentionné? Et pourquoi les personnes liées à tout cela disparaissaient-elles une par une? Il n'était plus sûr que Mia soit son enfant. Mais il était sûr d'une chose, si Elena était morte pour garder quelque chose enfoui, ce n'était pas quelque chose d'anodin. Elle avait caché l'enfant du système. Elle avait murmuré au docteur Keller, ne le laissez pas savoir son vrai nom. Alors, qui était cet homme? 3 jours après la confrontation avec Harlan, Raymond reçut un étrange appel téléphonique, juste avant minuit. Pas de numéro, pas d'identification de l'appelant. Il hésita avant de décrocher. Une voix de femme se fit entendre, douce, rapide, urgente. « Êtes-vous Raymond Cole? Qui est à l'appareil? Je travaillais à New Route. Je sais pour Elena, et je crois qu'on me surveille. » Raymond se redressa. « Continuez. Pas au téléphone. Nous devons nous rencontrer. Demain soir, 22h, parking de l'ancienne bibliothèque centrale. Venez seul. Si vous amenez quelqu'un, je ne viendrai pas. » Puis elle raccrocha. Le lendemain soir, Raymond arriva avec 15 minutes d'avance. Le parking était désert, éclairé par des lumières jaunes vacillantes. Pile à l'heure, une femme sortit de derrière un pilier en béton. Silhouette mince, cheveux attachés, portant un masque. « Je m'appelle Anna. J'étais infirmière à New Route, dit-elle doucement. J'ai connu Elena, et je savais que Mia n'avait rien à faire là-bas. Pourquoi ne me contactez-vous que maintenant? » Anna fit une pause. Harlan contrôle tout. Les téléphones, les horaires, qui entre et qui sort. J'ai essayé de partir après la disparition d'Elena, mais mon crédit a été signalé, mes comptes bancaires gelés. J'ai perdu mon travail, je ne pouvais plus louer, plus voyager. Ce n'est que récemment qu'un vieil ami m'a aidé à créer une nouvelle identité. Je n'avais d'autre choix que de garder le silence. Raymond hocha lentement la tête. Cela expliquait pourquoi personne ne s'était jamais manifesté contre Harlan. Il ne se contentait pas de cacher la vérité, il détruisait la vie de ceux qui en savaient trop. Anna jeta un regard nerveux autour d'elle, puis continua rapidement, Elena était gardée isolée au centre. Pas de vrai nom sur le papier. Elle était Linda.
Arlan forçait la petite, Mia, à l'appeler Linda et lui interdisait d'utiliser son vrai nom. Mais une fois, j'ai entendu Elena murmurer « Mon nom Elena, souviens-t'en ». Raymond s'en souvenait. C'était exactement ce que Mia avait dit devant la tombe. Avant qu'Elena ne disparaisse, elle m'a remis une liasse de lettres. Elle m'a dit « Si je ne reviens pas, trouvez un homme nommé Raymond Cole. C'est le père de Mia ». Mais le lendemain matin, mon bureau a été saccagé. Les lettres avaient disparu. J'ai démissionné et je me suis volatilisé peu de temps après. Avez-vous réussi à garder quelque chose? Juste une page. Je l'ai cachée au dos de ma chemise, un endroit où personne ne penserait à vérifier, dit Anna en sortant un morceau de papier froissé. Raymond le déplia. L'écriture d'Elena, sans équivoque. Raymond, si tu lis ceci, je suis peut-être déjà parti. Mais Mia est ta fille. Je croyais que la cacher était le seul moyen de la garder en sécurité. Mais si cette lettre t'est parvenue, cela signifie que j'avais tort. S'il te plaît, garde-la près de toi. Ne laisse pas Arlan la prendre comme il a pris les autres. Raymond fixa l'écriture. Une partie de lui voulait y croire. L'autre se retenait. Il leva les yeux. Saviez-vous qu'Elena m'a dit un jour que j'étais stérile? Anna secoua la tête. Elle ne l'a jamais dit à voix haute, mais j'avais le sentiment. Elle regardait la photo dans son portefeuille et pleurait en silence, comme si elle avait perdu quelque chose de précieux. Mais Mia à vos yeux. Ces mots frappèrent Raymond de plein fouet. Son esprit retourna à cette clinique militaire, des années auparavant. La voix du médecin, faible motilité des spermatozoïdes, chance de conception extrêmement faible. Pas une infertilité complète, mais assez pour qu'il s'éloigne discrètement de la vie d'Elena. Si Elena était tombée enceinte, était-ce un miracle ou la preuve de quelque chose de bien plus grand? Sur le chemin du retour de l'hôpital, Raymond ne rentra pas directement chez lui. Il fit plutôt un détour par un petit laboratoire privé à la périphérie de Portland, un endroit dont il se souvenait, où il avait connu un technicien de laboratoire à l'époque où il faisait du soutien médical sur la base. Le sachet scellé était resté intact dans la boîte à gants. Il l'ouvrit et en sortit un bonnet en tricot rose pâle, légèrement usé, un fil s'effilochant le long du bord. Mia l'avait laissé tomber le jour du cimetière. Ce jour-là, après que l'homme en costume l'eut emmené, Raymond était resté figé, les regardant disparaître. Ce n'est que lorsque M. Lucas, le gardien du cimetière, était revenu avec quelque chose à la main que Raymond était sorti de sa torpeur. « Elle a laissé ça », avait dit Lucas en lui tendant le bonnet. Trouvé sur le banc. Il y avait encore quelques cheveux coincés dedans. Raymond l'avait pris, ne sachant pas exactement ce qu'il tenait, mais un instinct de soldat et la douleur silencieuse d'un père qui n'avait jamais pu l'être lui dire de le garder, comme une preuve silencieuse. À l'intérieur du bord du bonnet, plusieurs cheveux châtain clairs et doux étaient emmêlés dans l'émail. Il ne les toucha pas, glissa simplement le bonnet dans une nouvelle enveloppe dès son retour à la maison, la scella et la marqua de la date. Maintenant, il posa l'enveloppe sur le comptoir. Le technicien de laboratoire regarda la note, puis leva les yeux vers lui. « Vous demandez un test de paternité ?» Raymond hocha la tête. « Comparez cet échantillon au mien. Le nom de l'enfant est Mia Elena Reyes. Pour quand avez-vous besoin des résultats? Faites-le en urgence. J'ai besoin de savoir dès que possible. » Le technicien hocha la tête. « Nous pouvons le faire en 24 heures si vous approuvez le traitement prioritaire. » Raymond n'hésita pas. Il signa le formulaire, paya les frais et sortit dans la lumière déclinante de l'après-midi. Le soleil dansait sur le trottoir, mais tout ce qui remplissait son esprit était une question. Il l'avait écrite sur le formulaire de demande sous relation présumée, père-fille. Et en quittant le laboratoire, Raymond ne se sentit pas soulagé. C'était comme déverrouiller une porte sans savoir s'il y aurait de la lumière derrière, ou une chute dans les ténèbres. Si Mia était vraiment sa fille, alors Arlan retenait en otage la seule partie d'Elena qui lui restait. Et si elle ne l'était pas, pourquoi Elena aurait-elle menti au monde, mais lui aurait-elle dit la vérité? Le message arriva à 7 heures du matin. Une seule ligne, les résultats sont prêts. Veuillez venir les chercher en personne. Raymond resta assis dans sa voiture pendant plusieurs minutes, fixant l'écran comme s'il pouvait changer. Le ciel au-delà du pare-brise était maussade, le soleil peinant encore à percer l'épaisse couverture nuageuse. Il n'alluma pas le chauffage, le froid engourdissant contre sa peau semblait correspondre à son état d'esprit. Finalement, il poussa la portière et sortit. La clinique était calme, une faible odeur d'antiseptique flottant dans l'air. La jeune infirmière à l'accueil lui adressa un sourire poli et un petit hochement de tête.
Monsieur Raymond Cole, c'est bien ça? Veuillez patienter un instant. Elle disparut à l'arrière, le laissant seul avec le bourdonnement lointain d'une imprimante. Une minute plus tard, elle revint et posa une enveloppe blanche sur le comptoir, non scellée. Pas d'explication. Raymond s'assit et attrapa l'enveloppe comme si elle était explosive. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. La première ligne, en gras et en rouge, était sans équivoque, conclusion. Relation paternelle confirmée avec une probabilité de 99,997%. Les chiffres le frappèrent comme des coups de poing en pleine poitrine. Il ferma les yeux, serrant fermement le papier. Il n'y avait pas de vent, mais son cœur battait comme s'il était de retour au combat. Il sortit rapidement de la clinique. Une fois dans la voiture, il ne démarra pas le moteur. Il resta simplement assis là, le front appuyé sur le volant. Un instant, le monde extérieur devint silencieux. Tout ce qu'il pouvait voir, c'étaient les yeux de Mia, grands, sans ciller, le regardant droit dans les siens, au cimetière, ce jour-là, l'appelant papa sans une seconde d'hésitation. Elena n'avait pas menti. Elle avait porté ce secret, élevé leur enfant, l'avait protégé de tout, seule. Pour lui. Et pour la petite fille qui n'avait plus personne d'autre que lui pour la protéger. Raymond ne rentra pas chez lui. Il prit Forest Hill Road, se dirigeant droit vers le cimetière militaire. Le ciel était toujours couvert, la pluie n'avait pas commencé, mais le vent se levait. Personne aux portes. Pas besoin de témoins. Il s'arrêta devant la pierre qu'il ne connaissait que trop bien. Elena Reyes, 1986 à 2021. Toujours là. Toujours à toi. Pas de fleurs, pas de rituel. Juste un homme debout devant la tombe de la seule femme qu'il ait jamais aimée sans rien demander en retour. Il s'assit à côté de la pierre tombale, déplia le résultat ADN et laissa le vent en soulever les bords, mais sans jamais l'emporter. « Tu as vraiment réussi », dit-il, la voix basse, le souffle régulier. « Tu l'as gardée en sécurité toutes ces années. Tu n'as jamais laissé personne s'approcher d'elle. Pas même moi. Pas le système. Tu as tout donné, même ta vie, juste pour protéger notre fille. » Le vent se renforça, des feuilles tourbillonnèrent autour de la tombe. Raymond fixa la pierre tombale comme si elle était là, debout, à écouter chaque mot. « Je pensais que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Le médecin a dit que mon taux de spermatozoïdes était trop bas, chance quasi nulle. Je pensais que c'était une sentence. Je me suis éloigné de toi en pensant que c'était noble, mais en réalité, je ne faisais que fuir. Et toi, tu es resté, et tu as fait ce qui était juste. Seul. » Il se leva. « Tu as tout porté toute seule. Mais plus maintenant. Je vais sortir Mia de cet endroit. Peu importe ce qu'il en coûtera, peu importe qui je devrai affronter. » En quittant le cimetière, Raymond ne se retourna pas. Dans la poche de son manteau, le résultat du test était soigneusement plié, pressé contre sa poitrine, au plus près de son cœur. Cette fois, il ne demandait pas la permission. Il passait à l'action. Un père. Un ancien soldat. Une promesse faite aux morts. Un sauvetage avant qu'il ne soit trop tard. Raymond retourna au bureau de l'avocat Brandt à midi, le jour même où il reçut les résultats ADN. Le certificat indiquant une relation paternelle de 99,997% reposait sur le bureau en chaîne. Le dossier de tutelle nouvellement ouvert était déjà épais de documents. Affidavit, photo de la tombe d'Elena, un plan du centre New Route. Brandt feuilleta les pages, tapotant son stylo contre le bord du bureau, une habitude qu'il avait lorsqu'il était plongé dans ses pensées. Le test ADN est un argument de poids, dit lentement Brandt. Mais Harlan détient toujours la procuration au nom de la mère de l'enfant. Le tribunal exigera l'original. Tout ce que nous avons, c'est la copie que vous avez mémorisée, et cela est juridiquement sans valeur. Si vous pouvez prouver que l'original est un faux, toute l'affaire pourrait basculer du jour au lendemain. Raymond serra les poings. J'ai vu cette signature. Ce n'est pas celle d'Elena. Mais le tribunal a besoin de plus que votre parole, le regarda Brandt. Si le document est stocké au centre, il vous faudra une photo nette ou une copie horodatée. Encore mieux, tout document montrant que Harlan a abusé de sa tutelle sur des enfants sans famille. Alors, ce ne serait plus seulement un litige pour la garde, cela deviendrait une affaire criminelle fédérale. Raymond se tut. Son esprit revint au souvenir de la salle des archives qu'il avait brièvement aperçue. Des rangées de classeurs soigneusement alignés, marqués classe orchidée. Le code de Mia. Il n'avait pas eu le temps de creuser davantage. C'était peut-être aussi là qu'était enterrée la vérité derrière les années de peur d'Elena.
Vous pensez que le tribunal acceptera des photos de documents originaux? Demanda Raymond. Tant que la page entière est visible, y compris les tampons et les signatures. Idéalement, incluez des métadonnées prouvant que la photo a été prise sur place, à une heure précise. Raymond hocha la tête. La décision se cristallisa en un instant, nette et claire comme le son d'un cran de sûreté se désengageant d'une gâchette. Il quitta le bureau, ignorant la voix de Brandt qui l'appelait « Soyez prudent, ne risquez pas votre vie ». La nuit tomba rapidement. Raymond se gara dans l'ombre, derrière une rangée de vieux érables, à un pâté de maison de New Route. Il ne portait aucune arme, juste un outil multifonction, une lampe de poche rouge, des écouteurs anti-bruit et une mini-caméra clipsée à sa poitrine, réglée pour enregistrer et horodater automatiquement. Un manteau sombre, capuche rabattue sur son visage. Les compétences d'infiltration qu'il utilisait autrefois dans les pires missions de combat reprirent le dessus. Silencieux, précis, sans place pour la nervosité. Il se glissa par-dessus la clôture du jardin d'herbes aromatiques. Le cadenas de l'entrepôt logistique était vieux, il céda en 4 secondes avec un simple crochet. Le couloir à l'intérieur était sombre, moquetté pour étouffer le son. Des caméras de sécurité obsolètes pendaient du plafond. Il attendit qu'elles s'éloignent avant de traverser, se déplaçant en rythme avec leur balayage, comme un danseur bien rodé. Les archives se trouvaient derrière 2 portes. La serrure mécanique nécessitait un code à 8 chiffres. Il éclaira le clavier de sa lumière rouge pour déceler des traces de poussière, en déduisit les 4 chiffres les plus fréquemment utilisés, permuta les combinaisons dans sa tête. À la 3e tentative, la serrure s'ouvrit. Le tiroir au RC42 contenait le dossier intitulé MIA1RYS. La première page, une copie impeccable de la procuration. La suivante, l'original, avec de l'encre bavée, du papier jauni et une signature raide et artificielle lisant Elena Reyes, totalement incohérente avec l'écriture de ses lettres. Le coin supérieur gauche portait le sceau de New Route, mais il manquait le numéro de dossier médical obligatoire. Un défaut critique. Raymond approcha la caméra, prenant des photos détaillées, tampons officiels, signatures, dates, les traits tremblants du stylo. Il continua de feuilleter les pages jusqu'à ce qu'il tombe sur un formulaire intitulé « Évaluation psychiatrique de la mère, inapte à la garde ». Encre de couleurs différentes, pas de signature de médecin. Il photographia tout. Il ne s'arrêta pas là. Raymond ouvrit le tiroir du classeur à côté, étiqueté XFM. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de dossiers d'enfants. Noms étranges, la section tuteur barrée en rouge. Au bas de chaque dossier, la même phrase se répétait. Recommandation pour transfert à l'étranger, section 11F. Le Salvador. La République tchèque. Le Maroc. Pas de documents gouvernementaux, seulement des accords bilingues estampillés de logos d'organisations partenaires humanitaires obscures. Raymond prit un dossier, Tyler James, 7 ans. Aucune famille connue. Transfert recommandé, El Salvador. Un autre dossier, Aneka, 6 ans. Totalement coopérative. Transfert, République tchèque. Pas d'ordonnance du tribunal, pas de formulaire de vérification. Juste un pipeline répété, enfant orphelin, parrainage international, transfert médical, disparu. Arlan n'élevait pas ses enfants, il les monétisait. Chaque enfant était un actif flottant pour demander des subventions, attirer des fonds d'organismes de bienfaisance internationaux. Et Mia, elle était peut-être la plus précieuse de toutes. Elena avait été infirmière, avait un casier vierge, et Mia, adorable, calme, bien élevée, ressemblait au rêve de tout donateur. Raymond recula, les yeux écarquillés. Maintenant, il comprenait pourquoi Elena avait fui. Et pourquoi elle n'avait pas vécu assez longtemps pour s'expliquer. Il balaya de sa caméra le tiroir entier, capturant chaque document, puis le referma soigneusement. Des bruits de pas résonnèrent au loin. Raymond se glissa dans la buanderie, retenant son souffle. Un gardien de sécurité passa, le faisceau de sa lampe de poche frôlant la porte, puis s'éloigna. Il se déplaça dans un couloir latéral et s'arrêta devant une porte étiquetée Mia, chambre à 3. À travers le fin rideau, il pouvait la voir dormir, serrant une peluche de renard usé, un petit cadre photo pressé contre sa poitrine. Dans la lueur chaude de la veilleuse, son visage semblait si paisible que son cœur se serra. Raymond posa doucement une main sur la vitre. Il ne pouvait pas la réveiller, ne pouvait pas prendre le risque maintenant. Il devait la sortir de là légalement, en toute sécurité, avec des preuves que personne ne pourrait ignorer. Il se détourna, rebroussa chemin et quitta la propriété avant le changement de garde.
Une fois de retour dans sa voiture, il envoya chaque fichier photo à 3 boîtes de réception. Brandt, un journaliste d'investigation bien connu avec un énorme blog indépendant, et Derek Shaw, un vieil ami travaillant maintenant avec l'unité d'enquête fédérale. Chaque email comprenait une ligne. Si je disparais, s'il vous plaît, faites éclater cette vérité au grand jour. Raymond démarra le moteur et s'éloigna dans la nuit. Sur le tableau de bord, sa caméra corporelle clignotait encore en rouge, enregistrant une dernière image de Mia à travers la fenêtre, témoin vivant du vœu qu'il venait de graver dans son cœur. Il la sortirait des ténèbres. Ce qui était censé être un centre de charité s'était avéré être une plaque tournante secrète pour des enfants sans nom. Et maintenant, un père qui avait autrefois manqué son moment détenait la clé pour tout démanteler. Harlan Drake ne savait pas encore que cette nuit, ses dossiers avaient été ouverts en grand. Mais le matin arrivait, et la vérité ne reste pas silencieuse lorsque les pas de Raymond ont déjà commencé à résonner dans l'obscurité. Le lendemain matin, Raymond se réveilla avec un message de l'avocat Brandt, « Ne rentrez pas chez vous. Il y a une ordonnance de mise en suspens temporaire en attente d'une enquête pour entrer par effraction. » Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, une alerte email de son système de sécurité domestique. La caméra de la porte arrière avait été désactivée à 4 heures du matin. Quelqu'un était entré. Raymond serra le téléphone. Harlan savait. Il se rendit immédiatement dans un vieil atelier de réparation automobile en banlieue, où Derek Shaw, un ami de longue date de ses jours aux enquêtes fédérales, l'attendait. Dans la voiture, Raymond ouvrit une mallette et lui tendit une copie imprimée de tous les documents qu'il avait rassemblés la nuit précédente. Derek feuilleta les pages, son expression s'assombrissant. « Ce type n'a pas seulement falsifié une procuration, dit-il. Il dirige une opération à grande échelle. Essentiellement du trafic d'êtres humains déguisés en programmes de parrainage social légaux. Et pire encore, il a des protections en haut lieu. » En haut lieu, fronça les sourcils Raymond. Derek hocha la tête. L'organisation mentionnée sur ces papiers de transfert n'est même pas enregistrée pour opérer aux États-Unis. Mais elle a été signalée dans 3 enquêtes fédérales, toutes ont été closes à mi-parcours. Raymond se pencha en arrière sur son siège, un mal de tête lancinant montant de la base de son cou à son front. Vous avez 2 options maintenant, continua Derek. 1. Attendre qu'il passe à l'action. Campagne de diffamation, implication de la police, entraînant l'opinion publique de son côté. 2. Rendre l'affaire publique en premier. Donner des noms, balancer les preuves, raconter toute l'histoire. Riposter. Raymond n'eut pas besoin de temps pour réfléchir. Connaissez-vous quelqu'un qui peut m'aider à rendre ça public ? Derek sortit un bout de papier. Un numéro de téléphone, signé Ayla Rios. Journaliste indépendante, Phoenix Watch. Elle a révélé une affaire similaire au Texas. Mais vous devrez la laisser tout vérifier. Cet après-midi-là, dans un petit café de Portland, Raymond rencontra Ayla. Elle était mince, les cheveux courts, des mitaines et des yeux perçants comme des lasers. À peine 5 minutes après le début de leur conversation, elle demanda « Êtes-vous prêt à témoigner officiellement ?» Vrai nom, vrai visage. « Il y a Mia, répondit Raymond. Je n'ai plus rien à perdre. Ayla fit un léger hochement de tête. Bien. Mais d'abord, je dois tout vérifier. Elle ouvrit son ordinateur portable, brancha la clé USB que Raymond lui avait tendue et parcourut les fichiers images un par un. Lorsqu'elle arriva à la procuration falsifiée, elle fit une pause. Ça, c'est l'original de son classeur. Quand avez-vous pris la photo ? La nuit dernière. Caméra sur la poitrine, enregistrée avec horodatage. Elle ne dit rien de plus. Ses yeux ne quittèrent jamais l'écran. 2 jours plus tard, alors que Raymond se faisait discret dans un entrepôt du sud de la ville, le journal du matin diffusa en exclusivité « Enquête interne lancée sur le centre de charité New Route. Allégation de documents falsifiés et de transferts illégaux d'enfants. » Les images provenaient des données que Raymond avait fournies. Le nom de Mia falsifié dans les registres officiels, les papiers de transfert international sans sceaux légaux, le tout superposé à la voix de la journaliste. Pourquoi un établissement salué comme un ange gardien stockait-il des dizaines de dossiers d'enfants non accompagnés avec des destinations marquées hors du territoire? Et pourquoi la signature d'une mère décédée était-elle datée de 3 semaines après sa mort? Moins de 30 minutes plus tard, Raymond reçut un appel de Harlan. La voix était calme, voire égale. Vous vous croyez malin, n'est-ce pas? Je veux juste ma fille. Et que les autres enfants soient en sécurité. Vous avez choisi d'entrer en guerre. Alors préparez-vous.
Parce que dans celle-ci, il n'y a pas de règle. L'appel se termina. Raymond fixa l'écran noir. À ce moment-là, il ne savait pas encore que Harlan avait déjà déposé une plainte officielle, l'accusant d'intrusion, d'intimidation et d'extorsion, accompagnée d'images de sécurité montrant Raymond se faufilant dans l'établissement. Les clips étaient soigneusement montés pour le dépeindre comme un intrus dangereux. Un reportage complémentaire fut diffusé peu de temps après l'exposé principal, ancien soldat accusé d'exploiter une revendication de paternité pour faire pression sur un centre de charité. La réaction du public fut partagée. Certains croyaient Raymond, d'autres ne voyaient qu'un ancien vétéran instable avec un complexe de sauveur. Raymond ne dit rien. Parce qu'il savait ce qui restait, la vérité. Et sa fille. Mia était toujours à l'intérieur de cet endroit. Et maintenant, s'il ne gagnait pas ce combat par la loi, il n'y aurait aucun autre moyen de la sortir de la saine et sauve. Le premier coup avait été porté. Mais dans un monde où le pouvoir se cache derrière la charité, un père seul est-il vraiment suffisant pour faire tomber tout un réseau? L'audience s'ouvrit à 9 h du matin le lundi, au palais de justice du comté de Multnomah. Dehors, une longue file de journalistes, des pancartes et des partisans du centre New Route flanquaient les deux côtés de la grille. Plusieurs grands journaux titraient en gras: un vétéran poursuit un centre de charité, père biologique ou fauteur de troubles. Raymond traversa la foule sans se couvrir le visage, sans baisser la tête. À ses côtés se trouvait Brandt, un avocat vieillissant proche de la retraite, serrant un épais dossier, les yeux vifs comme ceux d'un faucon. Aïla Rios était là aussi, juste en dehors de la zone de presse, caméra à la main, prête à tordre la vérité à chaque seconde. La salle d'audience n'était pas grande, mais elle était comble. D'un côté, Harlan était assis, ajustant sa cravate, les yeux pleins de confiance. De l'autre, Raymond était assis droit, le regard fixé sur le juge. Le juge Goodman prit la parole: nous ouvrons maintenant l'affaire 2482. Le plaignant, M. Raymond Cole, demande la tutelle légale de Mia Elena Reyes, actuellement sous la garde légale de M. Harlan Drake, représentant du centre New Route. Brandt se leva. Sa voix était profonde, stable. Votre honneur, nous avons l'intention de prouver ce qui suit. 1. Que la relation biologique entre le plaignant et Mia est indiscutable. 2. Que l'autorisation de tutelle détenue par M. Drake est un faux. Et 3. Que le centre New Route a commis de graves violations des lois sur la protection de l'enfance et des droits de garde. L'avocat de Harlan eut un sourire dédaigneux. Et nous démontrerons que M. Cole ne fait qu'exploiter un lien ADN pour obtenir un accès, manipuler l'attention des médias et intimider une institution caritative qui a fidèlement pris soin de Mia au cours des 6 dernières années. Raymond retint sa colère. Il avait été sur le champ de bataille, il avait vu le sang, la trahison. Mais le sentiment d'être calomnié à cause de la vérité, c'était une toute autre blessure. La matinée passa avec le processus de vérification des documents. Brandt présenta les résultats ADN, obtenus légalement et vérifiés par le Centre de médecine légale. Un murmure parcourut la salle lorsque le nom de Raymond Cole fut confirmé comme le père biologique et légal. Harlan resta immobile, son expression ne changea pas, mais sa lèvre inférieure tressaillit légèrement. Quand vint le tour de la procuration, l'avocat de Harlan soumit une copie. La signature Elena Reyes semblait nette et uniformément arrondie. Mais Brandt présenta rapidement un scan de l'original que Raymond avait obtenu du centre d'archives. Votre honneur, ceci est une image de la procuration trouvée dans le classeur de New Route. Elle n'a jamais été signalée à aucune agence officielle. La signature ne correspond à aucun document antérieur signé par Elena, dossier de l'hôpital, procédure de divorce, ou même une lettre personnelle qu'elle a écrite à Raymond en 2017. Le juge pencha la tête. C'est une allégation sérieuse. Y a-t-il un expert en graphologie présent? Oui, votre honneur. Une experte en graphologie prit la parole. Après une brève analyse, elle conclut: la signature sur la procuration est un faux. La probabilité d'une correspondance est inférieure à 1,5%. Une onde de choc traversa la salle d'audience. L'avocat de Harlan objecta: cette preuve a été obtenue par effraction et devrait être irrecevable. Brandt ne s'y a pas. Nous ne présentons pas l'original, nous ne faisons que révéler une vérité dissimulée. Et si le tribunal le permet, nous pouvons appeler un témoin supplémentaire, quelqu'un qui a directement observé des activités suspectes à New Route. Le juge hocha la tête. Procédez. Les portes arrière de la salle s'ouvrirent. Une jeune femme aux longs cheveux bruns s'avança, visiblement tremblante. Son nom était Ariana, 19 ans.
Elle avait vécu au centre New Route jusqu'à ses 17 ans. Elle évitait de regarder Harlan, ses yeux fixés uniquement sur Raymond. J'ai vu M. Drake forcer de jeunes mères à signer l'abandon de la garde de leurs enfants. Certaines ne parlaient pas anglais, d'autres étaient sous sédatifs. Elles étaient menacées. Et Mia demanda Brent. Elle hésita. Elena, elle y faisait du bénévolat. Elle avait peur. Elle disait qu'il menaçait de la signaler comme mentalement instable. Elle s'est enfuie, a emmené Mia avec elle. Je crois qu'ils ont essayé de la poursuivre. Raymond baissa la tête, les lèvres serrées. Elena avait tout fait en silence, seule, juste pour garder leur fille en sécurité. À la fin de l'audience, le juge Goodman ne rendit pas de décision immédiate. Il demanda un ajournement de 2 jours pour examiner l'ensemble de la documentation et vérifier le nouveau témoignage. Raymond sortit du palais de justice sous la pâle lumière du soleil. Les journalistes l'assaillirent, les microphones pointés droit sur son visage. « Avez-vous quelque chose à dire, monsieur Cole ?» Raymond ne prononça qu'une phrase, la voix rauque. « Je ne me bats pas pour ma réputation. J'essaie juste de ramener ma fille à la maison. » Une signature falsifiée, une preuve cachée, une petite fille privée de son enfance. La bataille n'est pas encore terminée, mais la lumière a commencé à briller dans l'endroit que Harlan contrôlait autrefois sans conteste. Et pour la première fois en 6 ans, la justice commence enfin à entendre les voix de ceux qui ont été réduits au silence. 3 jours après le procès, le tribunal du comté de Multnomah rendit sa décision finale. La garde légale de Mia Elena Reyes fut accordée à M. Raymond Cole, son père biologique, sur la base de documents vérifiés et de l'absence de tout antécédent de violence, d'instabilité psychologique ou de comportement criminel. Les papiers de tutelle de Harlan furent déclarés nuls et non avenus, fondés sur des preuves de falsification et le témoignage de l'expert en graphologie. Dans le même temps, les dossiers d'enfants de New Route furent officiellement scellés en attendant une enquête fédérale. Harlan fut placé en garde à vue pour aider aux enquêtes en cours et formellement accusé d'abus de tutelle, de falsification de documents et de transport illégal d'un mineur à l'étranger sous le couvert de parrainage caritatif. Cet après-midi-là, Raymond arriva en avance. Il ne voulait pas attendre une minute de plus. Il n'y avait pas de journalistes, pas de clics lointains d'appareils photo, pas d'yeux curieux jetant un coup d'œil à travers les clôtures. Juste la chaleur déclinante du soleil se déversant sur l'arrière-cour de New Route, un sanctuaire tranquille niché derrière le bâtiment, où les feuilles d'automne avaient commencé à se disperser en taches d'or et de rouge. Sous un large érable, Mia était assise seule dans l'herbe, dessinant des cercles dans la terre avec un bâton. Ses chaussures étaient poussiéreuses, les revers de son jean légèrement effilochés. Dans un bras, elle serrait le même vieux renard en peluche, ses coutures lâches, sa fourrure usée aux oreilles. Raymond resta immobile un instant, la regardant simplement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, lourde de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Chagrin, espoir, incrédulité, tout cela mêlé. Puis, lentement, il fit un pas en avant. Mia leva les yeux. Son regard croisa le sien instantanément. Il n'y avait pas de confusion cette fois, pas d'hésitation. « Papa !» Ce mot, prononcé non avec peur ou doute, mais avec une certitude tranquille, frappa Raymond plus fort que tout ce qu'il avait ressenti sur un champ de bataille. Il s'arrêta net, le cœur battant à tout rompre. Ces 2 syllabes étaient autrefois une question, maintenant, elles étaient un retour à la maison. Il s'agenouilla dans l'herbe, les bras ouverts mais stables, n'osant pas respirer. Mia ne courut pas, elle s'élança. Elle le percuta avec la force d'un battement de cœur enfin entendu, enroulant ses petits bras fermement autour de son cou. Son corps tremblait, non de peur, mais de tout ce qu'elle avait retenu pendant si longues années. « J'avais peur que tu ne viennes pas », murmura-t-elle dans son col. Raymond enfouit son visage dans son épaule, sa voix se brisant alors qu'il la serrait. « Je suis là maintenant », murmura-t-il. « Et cette fois, je ne vais nulle part. » Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Le vent bruissait dans les branches au-dessus d'eux, et quelque part à proximité, un carillon éolien sonna faiblement au loin. Mais dans les bras de Raymond, le monde se réduisit à la chaleur fragile d'un enfant qu'il n'avait jamais su qu'il avait, et dont il ne pouvait maintenant imaginer la vie sans. Ce soir-là, il la ramena à la maison. Pas dans un manoir, pas vers un nouveau départ à travers le pays. Juste dans une modeste maison usée par le temps à la lisière des bois de l'Oregon, où le silence était autrefois la chose la plus bruyante à l'intérieur. Une maison remplie d'ombres et de photographies que plus personne ne regardait. Jusqu'à maintenant. À l'intérieur, Raymond ouvrit le placard du couloir et en sortit un cadre photo. La photo d'Elena, ses yeux toujours bienveillants, toujours forts.
Il la posa doucement sur la table du salon, à côté d'une toute nouvelle qu'il avait fait imprimer cet après-midi. Mia, souriant avec des dents manquantes, blottit dans ses bras sur les marches du palais de justice. Chaque fois qu'il passait devant ces photos, il leur murmurait, presque comme une prière, « Elle serait fière de nous deux ». La vie ne devint pas parfaite, mais elle devint réelle. Certaines nuits, Mia se réveillait en sursaut au son des motos rugissant sur la route, les yeux écarquillés de peur. D'autres fois, elle se recroquevillait en silence et demandait si sa maman pouvait encore l'entendre depuis le ciel. Raymond ne la pressait jamais. Il ne promettait jamais que les cauchemars disparaîtraient. Il ne promettait qu'une chose, qu'il serait là quand il viendrait. Il apprit à lui tresser les cheveux, maladroitement au début, avec trop de mèches inégales, et à lui faire des œufs exactement comme elle les aimait, avec du ketchup en forme de smiley. Il lisait des contes de fées le soir, trébuchant sur les voix et les personnages et faisant semblant de ne pas l'avoir jeté un coup d'œil sous les couvertures pour vérifier s'il était toujours à côté d'elle. Il lui parla d'Elena aussi. Non avec chagrin, mais avec gratitude. Il lui raconta comment Elena lui serrait fort la main pendant les orages, comment elle l'avait un jour traîné dans un champ boueux juste pour voir des fleurs sauvages éclore après une averse. Il lui expliqua que son deuxième prénom, Elena, n'était pas un hasard. C'était un cadeau, la façon de sa mère de rester avec elle, même après son départ. Un soir, alors qu'ils pliaient le linge ensemble sur le sol du salon, Mia leva les yeux d'une chaussette rose et demanda « Papa, pourquoi maman ne t'a pas parlé de moi ?» Raymond fit une pause. Il posa la chemise et se tourna complètement vers elle, rencontrant ses petits yeux curieux. « Parce qu'elle avait peur, dit-il lentement. Elle pensait que te garder en sécurité signifiait te garder caché. Et elle ne pensait pas que je reviendrais un jour. » Mia cligna des yeux. « Tu étais en colère contre elle ?» Raymond prit une profonde inspiration. Il la prit sur ses genoux, la laissant s'appuyer contre sa poitrine. « Non, dit-il doucement. Je n'étais pas en colère contre elle. J'étais en colère contre moi-même, pour être resté loin trop longtemps, pour ne pas être rentré plus tôt. » Mia resta silencieuse. Puis elle dit « Mais tu es là maintenant. » Il la serra un peu plus fort. « Oui, dit-il. Et je ne partirai plus jamais. » 3 mois plus tard, Ayla Rios sortit son documentaire d'investigation intitulé Classe Orchidée, les enfants oubliés, exposant tout le système profitant des orphelins sous le couvert de l'aide humanitaire. La vidéo recueillit des millions de vues, le Congrès lança des auditions, d'autres victimes se manifestèrent et le centre New Route fut fermé de façon permanente. Quant à Raymond, le soldat qui croyait autrefois n'avoir plus aucune raison de vivre, il se réveille maintenant chaque matin avec un but, préparer le petit déjeuner, attacher une queue de cheval et accompagner Mia à sa nouvelle école maternelle. Pas besoin de gloire, pas de soif de vengeance. Juste la paix. Raymond est loin d'être parfait. Il a un jour tourné le dos, il a un jour tout perdu. Mais quand la vérité s'est dressée devant lui, il n'a pas détourné le regard à nouveau. Cette histoire ne parle pas seulement d'un père qui retrouve sa fille. Elle parle de ceux qui ont le courage d'entrer dans l'obscurité, juste pour ramener une petite vie à la lumière. Tout le monde n'a pas la force de croire en quelque chose d'incertain, mais parfois, faire un seul pas vers la vérité peut sauver une vie entière. Que feriez-vous si la seule personne qui avait besoin de votre confiance était un enfant sans voix? Et vous, comment allez-vous? Prenez-vous le temps de prendre soin de vous ces derniers temps? Merci d'être resté avec nous pour cette histoire. Si quelque chose vous a touché, même un tout petit peu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous les lisons toujours, et nous y tenons, vraiment et sincèrement.